Oui, c'est très beau, Versailles, mais c'est peut-être un peu trop beau. 15h, 16h sur Europe 1. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie. Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, jour de rentrée à l'école ou au bureau, je vous raconte le destin d'un écrivain qui, lui, a choisi la sortie, contraint et forcé en réalité, ou la véritable histoire de l'exil de Victor Hugo. Pourquoi Victor Hugo a-t-il pris le chemin de l'exil ? Comment, depuis l'île anglo-normande de Guernesey, a-t-il exprimé son opposition à Napoléon III ? Quel chef-d'œuvre a-t-il écrit durant cet exil forcé ? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit. Stéphane Bern. Lorsque, au matin du 13 décembre 1851, le train de Paris s'arrête à Bruxelles, rien ne distingue vraiment Juliette Drouet dans le flot des passagers qui se dispersent dans le hall de la gare. Ni ses vêtements, ni son allure. Si la comédienne vit recluse le plus clair de son temps, alors que seule la presse de l'époque sait qui elle est, depuis bientôt 20 ans, la maîtresse de l'un des écrivains les plus célèbres qui soit, il est encore moins question pour elle de se faire remarquer ce jour-là. Oui, pour la maîtresse de Victor Hugo, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, la discrétion s'impose, et pour cause. Même si Juliette peut penser qu'elle est en sécurité depuis qu'elle a posé le pied sur le quai de la gare, il s'agit de ne courir aucun risque. La situation est encore confuse, même ici à Bruxelles. 10 jours plus tôt, le 2 décembre, le président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, a pris tout le monde de court en publiant une demi-douzaine de décrets qui relèvent tout bonnement du coup d'État. Et depuis, c'est le chaos. L'Assemblée nationale est dissoute, l'armée contrôle la rue, la presse est censurée, l'opposition poursuivie. À Paris, on a sorti des barricades, mais le 4 décembre, le pouvoir a fait tirer sur la foule. On a relevé 300 cadavres. Pour ses opposants les plus farouches, dont Victor Hugo, l'heure de l'exil a sonné. Et si Juliette Drouet est à Bruxelles, c'est justement pour y rejoindre son célèbre amant qui est arrivé la veille sous une fausse identité, celle de l'ouvrier typographe Jacques Firmin Lanvin. Tout s'est décidé dans la panique et dans l'improvisation la plus totale. Victor Hugo n'a pu prévenir personne, ou presque. Même sa famille ne sait pas qu'il est parti en sautant dans un train de nuit depuis la gare du Nord, qui n'est encore, dans le langage du temps, qu'un embarcadère de chemin de fer à seulement 2 voies. La seule qui est dans la confidence, c'est Juliette. Juliette qui l'a cachée chez elle durant 8 jours. Juliette qui s'est offerte pour une mission à haut risque. Faire sortir de France la caisse aux manuscrits. Cette caisse dans laquelle Victor Hugo range tout ce qu'il écrit depuis 20 ans. Ses écrits, ses lettres, le brouillon d'un roman qui ne s'appelle pas encore Les Misérables. Dans cette caisse, avec ses discours des derniers jours, il y a de quoi le faire fusiller 10 fois peut-être. Et Juliette avec. Mais elle s'en moque. Pour sauver l'œuvre de son amant, ce génie qu'elle appelle dans ses lettres son admirable Toto, Juliette est prête à tout. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que la crise du 2 décembre n'est pas seulement une crise, c'est un changement de régime. Après seulement 3 ans, la Deuxième République n'est plus. Le Second Empire s'annonce. Pour Victor Hugo, pour sa famille et pour Juliette, c'est un exil de presque 20 ans qui s'annonce. L'exil de Victor Hugo ne passe évidemment pas inaperçu et pour cause. Au moment du coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo est l'un des écrivains les plus célèbres de France et d'Europe, et sans doute du monde. À 48 ans, c'est aussi un homme installé, un académicien, un notable, qui aurait pu choisir de se taire, comme beaucoup d'autres, et de s'accommoder du nouveau régime. Après tout, cet engagement ne va pas de soi pour un homme qui s'était jusque-là plutôt bien arrangé des différents régimes que la France connaît depuis un demi-siècle. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon, Persès ou Bonaparte. Comme le rappellent ces vers célèbres, Victor Hugo est né en 1802, au lendemain de la Révolution. Il a connu le consulat et l'Empire dans son enfance, mais il ne commence à percer que plus tard sur la scène littéraire, en 1820, sous la Restauration. À 18 ans à peine, le jeune homme se voit attribuer une pension de Louis XVIII en personne, au lendemain de la publication d'une ode au duc de Berry tué dans un attentat.
Il fera plus tard une ode aussi au sacre de Charles X en 1825. Mais ce n'est que sous la monarchie de Juillet, en 1830, que le jeune auteur éclate vraiment, au lendemain d'un de ces scandales dont la France a le secret, la bataille d'Hernani, une pièce qui fait d'Hugo le chef de file de la jeune génération des romantiques. Pendant 10 ans, les succès s'enchaînent. Notre-Dame de Paris, Lucrèce Borgia, Ruy Blas, du roman au théâtre en passant par la poésie, tout ce que touche Hugo se transforme en or. Et en 1841, le romancier touche le Graal, un siège à l'Académie française. On se doute qu'avec un parcours pareil dans la première moitié du siècle, Victor Hugo n'a pas fait partie des opposants les plus farouches à la monarchie. D'ailleurs, monarchiste convaincu, Hugo soutient Louis-Philippe au point que le roi en fait un pair de France en 1845. À cette époque, Hugo a 43 ans, il est donc un homme de lettres qui pourrait se contenter de jouir de son prestige, de ses rentes et de son aura. Mais petit à petit, pourtant, ses certitudes se sont fendillées. Lui qui a longtemps confondu la Révolution et l'Empire dans une même horreur, commence à s'agacer de la censure pointilleuse qui gêne l'édition de ses œuvres. Victor Hugo n'a rien oublié de sa jeunesse rebelle et du scandale d'Hernani. Après l'Ancien Régime littéraire, c'est ce qui reste encore de l'Ancien Régime tout court qui commence à lui peser. Peut-être que la censure de sa pièce Marion Delorme en 1829 déjà a été une première fracture. L'écrivain avait rejeté alors la rente qu'on lui proposait en guise de dédommagement. Quoi qu'il en soit, à petites touches, Hugo s'attache chaque jour un peu plus solidement à l'idée de liberté, une liberté qu'il finit par placer au-dessus de tout. Plus curieux pour un monarchiste, son regard sur Napoléon Bonaparte évolue. Du dégoût de ses jeunes années, Hugo passe à l'admiration. Fasciné par le lustre de l'Empire et par le mythe de la Grande Armée, Hugo se fait le défenseur ardent d'un homme qu'il a longtemps vu comme un tyran. Dans les années 1830, il écrit « Il n'y a eu dans ce siècle qu'un grand homme, Napoléon, et une grande chose, la liberté. Nous n'avons plus le grand homme, tâchons d'avoir la grande chose. » En 1848, quand la nouvelle révolution se solde par la naissance de la Deuxième République, Victor Hugo se rallie au parti de l'ordre qui correspondrait aujourd'hui à la droite conservatrice. Mais une fois encore, Hugo fait figure d'électron libre au sein de son propre camp. Élu à l'Assemblée constituante en juin 1848, lui qui a déjà eu 100 fois l'occasion de se prononcer contre la peine de mort, s'engage de toute sa puissance de tribun contre la misère et l'égoïsme des nantis. Et c'est sans doute parce qu'il est séduit par le caractère social du discours de Louis-Napoléon Bonaparte qu'il soutient sa candidature. En décembre, c'est donc avec la bénédiction d'Hugo que le neveu de Napoléon Ier devient président de la République. Mais le ton change vite. Déçu par un homme qui ne lui paraît pas à la hauteur de son oncle, Victor Hugo bascule chaque jour un peu plus dans le camp progressiste, comme quand il s'oppose à la loi qui veut limiter le suffrage universel ou quand il s'insurge contre la loi Fallou qui consacre à ses yeux la mainmise du clergé sur l'instruction publique. Avec une bonne 50aine d'années d'avance sur la loi de 1905, Hugo lâche une formule fameuse « l'Église chez elle et l'État chez lui ». Au matin du 2 décembre 1851, lorsque Victor Hugo apprend alors qu'on a fait entrer la troupe dans Paris, la rupture est immédiate. Fou de rage, l'écrivain rejoint les barricades du faubourg Saint-Antoine dès le lendemain, juste à temps pour voir tomber le député Alphonse Baudin, tué d'une balle en criant « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». Dans un texte rageur, Hugo brûle ses vaisseaux avec ces mots. Un homme vient de briser la Constitution, il déchire le serment qu'il avait prêté au peuple, supprime la loi, étouffe le droit, ensanglante Paris, garrotte la France et trahit la République. Le 4 décembre, Paris reste aux mains du pouvoir et la purge commence. Caché par Juliette Drouet, Hugo se procure un faux passeport le 7 décembre. Le 11, il part pour Bruxelles. La rupture est consommée. Le temps de l'exil et du combat peut commencer. Vu de France, le départ de Victor Hugo pour la Belgique arrange finalement bien le nouveau pouvoir parisien. Hugo est un homme populaire dont l'arrestation aurait sans doute été mal vue. Et puis, pour quel bénéfice ? Ses appels à la lutte n'ont rien donné. La rumeur veut que le chef de la police de Louis-Napoléon Bonaparte lui ait jeté cette cruauté. « Je ne vous arrête pas, monsieur Hugo, parce que je n'arrête que les gens dangereux. » Vu de Belgique, en revanche, ce n'est rien de dire que les autorités belges se seraient bien passées
de recevoir une personnalité aussi encombrante. Vexé peut-être d'avoir échoué à réunir autour de lui le camp républicain, Victor Hugo ne décolère pas. À l'amertume du vaincu s'ajoute une sorte de vendetta personnelle contre Louis-Napoléon Bonaparte, une vendetta qui vire à une haine chimiquement pure quand son ennemi juré s'attribue le titre d'empereur en 1852. Depuis Bruxelles, le poète se déchaîne et multiplie les attaques d'autant plus cruelles que ses formules font souvent mouche sous sa plume. Napoléon le Petit devient le dernier des hommes, un voleur, un criminel, un filou. En 1855, le roi des Belges ne sait plus où se mettre. Pour éviter le courroux de son puissant voisin français, la Belgique décide d'expulser Hugo. Hors de question, bien sûr, de revenir en France. Le poète s'installe alors dans les îles anglo-normandes dont le statut particulier garantit sa sécurité. Après 3 ans à Jersey, Hugo doit à nouveau fuir. La faute cette fois-ci à son soutien pour des exilés, auteur de lignes peu amènes sur la reine d'Angleterre Victoria, et le voilà contraint de s'installer ailleurs, ce sera Guernesey, au large du Cotentin. En mai 1856, et grâce au succès de ses contemplations, il y achète même une maison dans la petite capitale de l'île, Saint-Pierre-Port, au 20 de la rue d'Hauteville. C'est une manière de se projeter vers l'avenir, bien sûr, mais c'est aussi une façon de se prémunir contre toute mauvaise surprise, puisque les lois de l'île prévoient qu'il est interdit d'expulser toute personne qui y possède une propriété. Pour la petite histoire, l'écrivain doit tout de même s'acquitter du poulage, une vieille taxe féodale qui veut qu'on offre chaque année 2 poules à la couronne d'Angleterre, en l'occurrence donc à la reine Victoria. À cette date, Victor Hugo sait qu'il est là pour un petit moment. Le Second Empire ne montre aucun signe de faiblesse et l'écrivain semble prendre son parti de cet exil, qui dure déjà depuis 8 ans, je vous le rappelle. Il se lance dans de vastes travaux pour aménager sa nouvelle demeure autour de lui et de sa famille, sans oublier d'installer Juliette Drouet à quelques mètres de là, au numéro 38 de la même rue. Son épouse Adèle à côté de lui, sa maîtresse un peu plus loin, il ne manque pas grand-chose au romancier pour se sentir comme un coq en pâte dans cette maison qu'il étend et qu'il façonne donc à son goût, avec un décor qui va du style oriental au rococo le plus outrancier dans le plus pur goût de l'époque. Une pièce surtout est restée célèbre, le Lookout, une petite alcôve vitrée qui prolonge les combles du côté nord-est face à la mer. Quand il ne travaille pas sous les figuiers du jardin d'été, c'est là le plus souvent, dans ce petit cabinet où 2 tablettes lui permettent de rédiger debout, que l'écrivain donne libre cours à son talent. Hugo n'est pas le seul à écrire dans la maison d'ailleurs. Toute sa tribu fait de même. Sa fille Adèle, du même prénom que sa mère, continue d'avancer dans le journal qu'elle a commencé à Jersey. Son fils Charles avance dans ses propres œuvres et même son épouse aussi travaille sur un ouvrage qu'elle publiera en 1863 sous le titre de Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Mais le maître des mots, c'est bien sûr Victor Hugo. C'est là, entre la terre, le ciel et la mer, que le patriarche donne au milieu des siens naissance à quelques-uns des plus grands textes de notre littérature. Le premier à voir le jour sous les plafonds de Hauteville House, c'est La Légende des siècles, un immense recueil poétique dont la première série paraît en 1859. Au cœur des 25 000 vers de cette œuvre gigantesque qui veut décrire rien moins que l'histoire de l'humanité, on trouve quelques-unes des lignes les plus fameuses de la langue française. « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn, où mon père, ce héros au sourire si doux, ces phrases que chacun connaît sont nées là, sous le ciel de Guernesey. » Sous la verrière du Lookout, Hugo ressort aussi de la malle sauvée par Juliette Drouet, un manuscrit qu'il avait baptisé Les Misères et qui devient à force de travail un livre immense, Les Misérables, publié en 1865. C'est aussi là qu'il planche sur les travailleurs de la mer, un roman expressément lié à son refuge insulaire. Dans une dédicace qui dit assez à quoi s'attend le romancier, Hugo écrit « Je dédie ce livre au rocher d'hospitalité et de liberté, à ce coin de vieille terre normande où vit le noble petit peuple de la mer, à l'île de Guernesey, sévère et douce, mon asile actuel, mon tombeau probable. » Il a pourtant tort, et L'homme qui rit, le dernier grand texte qu'il a écrit sur l'île, est aussi le dernier de son exil. En 1870, la chute du Second Empire signe enfin la fin de 19 années d'exode. 19 ans, oui, c'est long. Et on s'est parfois demandé pourquoi Victor Hugo n'avait pas cherché à revenir en France plus tôt. Au lendemain du coup d'État de 1851, on l'a dit, la France avait plutôt vu d'un bon œil la fuite d'un homme éminemment populaire
au point qu'on a parfois pensé que la police de Louis-Napoléon Bonaparte avait, sinon favorisé son départ, du moins fermé les yeux. Quelques semaines plus tard, Victor Hugo fait bel et bien partie des 66 députés français officiellement proscrits du territoire français par un décret du 9 janvier 1852. Pour Hugo, comme pour les autres, le risque n'est pas neutre. Après le coup d'État, les exécutions restent rares, mais la répression qui s'abat sur les adversaires du futur Napoléon III se traduit par 27 000 arrestations, 19 000 condamnations et quelques 10 000 déportations dans les bagnes d'Algérie ou de Cayenne. Mais avec le temps, le Second Empire s'est adouci. Bien installé, peu contesté, l'empereur s'est distingué par une politique d'apaisement qui s'est notamment traduite en 1859 par une loi d'amnistie générale qui a été, je cite, « accordée à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes et délits politiques ou qui ont été l'objet de mesures de sûreté générale ». Victor Hugo est donc a priori concerné. Alors pourquoi a-t-il choisi de rester à Guernesey ? Si Hugo n'a pas saisi cette occasion de retrouver la mère patrie, c'est parce que l'idée même de transiger avec le pouvoir impérial l'écœure. Il suffit d'ailleurs de lire les textes que l'écrivain n'a pas cessé de diffuser pendant 20 ans pour prendre la mesure de la haine qu'il voue à Napoléon III. On a déjà parlé de cette formule célèbre qu'il utilise très vite pour le qualifier, Napoléon le Petit, mais ce n'est encore rien à côté de la violence de certains textes rédigés par Victor Hugo depuis l'exil. En 1853, le ton est donné dans les châtiments, une véritable grêle d'injures et de sous-entendus qui frôlent parfois la bassesse, comme Victor Hugo sous-entend que l'empereur ne serait pas le véritable descendant de Napoléon Ier en le montrant comme l'enfant du hasard dont le nom est un vol et la naissance un faux. On a déjà vu plus diplomate. Et c'est seulement le début. Au fil de la plume, et pendant 20 ans donc, le poète brocarde celui qu'il considère comme un empereur d'opérette, un parvenu pâle et lent, qui s'habille en général, qui aime la gloriole, le pompon, la broderie, les paillettes, les grands titres, toutes les verroteries du pouvoir. Plus tard, il qualifie même l'empereur de nain immonde et de pourceau dans le cloaque. Même Karl Marx, qui n'avait pourtant pas le pamphlet dans sa poche, porte un regard sévère sur ce qu'il considère comme des invectives spirituelles mais amères, avec un paradoxe. En ne voyant dans sa prise de pouvoir que le coup de force d'un individu, Hugo ne fait que grandir l'objet de ses attaques, en lui attribuant une force d'initiative personnelle sans exemple dans l'histoire. Hugo, pourtant, assume ce ton qui lui barre tout espoir de retour. Dans un passage célèbre des Châtiments dès 1853, il se drape dans la posture d'un chef républicain prêt à aller jusqu'au bout. « Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Dès lors, la réponse d'Hugo à l'amnistie de 1859 n'est pas surprenante. Lapidaire, la réponse tient en 2 phrases que je vous lis. « Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. » La posture a sans doute quelque chose qui tient de l'orgueil, parfois de l'arrogance, et même de la démesure quand il écrit ce vers dans Stella, l'un des poèmes les plus connus des Châtiments. « Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, comme avec une fronde au front noir de la nuit. » Mais Hugo tient bon, et s'il y a un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est d'avoir cédé sur ses principes. Pendant 19 ans, le poète tient bon, et il va falloir une guerre pour que cela change. En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse et les événements se précipitent. À Guernesey, Victor Hugo range ses manuscrits et se prépare à faire son retour à la première occasion. Le 15 août, il arrive à Bruxelles avant d'arriver à Paris début septembre avec Juliette Drouet au lendemain de la défaite de Sedan. Guernesey, Bruxelles, Paris, c'est le trajet inverse de celui de l'exil, c'est aussi le retour au pays d'un homme qui a désormais 68 ans mais qui revient en première ligne. La guerre n'est pas finie. La capitale est assiégée par les Prussiens. Victor Hugo écrit aux Parisiens. « 2 grandes choses m'appellent. La première, la République. La seconde, le danger. Je viens ici faire mon devoir. Quel est mon devoir ? Défendre Paris, garder Paris. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. » Les mots ne suffiront pas, hélas. La France est battue, la Troisième République reste fragile, et la violence et la misère ne reculent pas d'un pouce. Pour le poète, le retour de l'exil est sans doute plus amer qu'il ne l'espérait.
En 1871, à l'amertume de la défaite contre les Prussiens s'en ajoute bien vite une autre, celle de voir que les violences succèdent aux violences et que le pays se déchire. Dans une France traumatisée par sa défaite éclair, Victor Hugo est l'un des rares à dénoncer la violence qui s'abat sur la Commune de Paris au cours de la Semaine sanglante, une vaste opération de répression qui se solde par la mort de 20 000 communards. Mais dans la presse, ses adversaires se succèdent pour qualifier le poète de vieux pitre et de saltimbanque usé. Battu aux élections de 1872, l'écrivain s'offre alors un nouvel exil d'1 an à Guernesey, volontaire celui-ci. Loin du tumulte de la vie parisienne, il y écrit son dernier roman, un texte qui l'obsède depuis longtemps, 93. Avec l'âge, Hugo s'attache aussi à reprendre le goût des choses simples et à profiter de ses petits-enfants. Mais comme on ne se refait pas, il en tire encore un texte, l'un de ses derniers, L'art d'être grand-père. Sur le plan politique, les choses s'apaisent, tandis que la République s'installe et se consolide, et petit à petit, celui qui l'a tant défendu reçoit enfin l'hommage qu'il a tant attendu. En 1881, alors qu'il approche de ses 80 ans, 600 000 Parisiens défilent sous ses fenêtres. Mais la plus belle manifestation de l'affection des Français sera posthume. Le 22 mai 1885, les deux chambres lèvent la séance en apprenant la nouvelle de sa mort à 83 ans. Quelques jours plus tard, le gouvernement fait exposer son cercueil sous l'Arc de Triomphe avant d'organiser des funérailles qui rassemblent le chiffre extravagant de 2 millions de personnes, 2 millions d'âmes émues qui suivent le transfert immédiat de sa dépouille au Panthéon. La République honore alors l'un de ses plus farouches partisans. Elle enterre aussi un homme qui fut un adversaire terrible pour Napoléon III, en tout cas dans la mémoire collective. Sur le plan politique et à son grand dam, Hugo n'a sans doute jamais véritablement incarné une alternative crédible à l'empereur. Mais sur le plan de l'image, la férocité de ses attaques et de ses pamphlets, dont on trouvait parfois des copies cachées jusque dans les bustes de l'empereur, dit-on, a beaucoup fait pour noircir le récit d'un règne et d'un homme qui ne méritait peut-être pas tant de haine. La fin du Second Empire date maintenant de plus d'1 siècle et demi, et petit à petit l'histoire fait son travail et vient quelque peu nuancer le portrait à charge de l'empereur, patiemment dressé par Victor Hugo pendant 20 longues années. Europe 1, historiquement vôtre. Merci Agnès Andras d'être toujours avec nous sur Europe 1. Pendant toutes ces années, Victor Hugo fait donc l'expérience de l'exil, en Belgique d'abord, puis sur les îles anglo-normandes. Depuis cette terre d'exil, que veut-il incarner aux yeux des opposants à Napoléon III ? Il veut incarner la résistance jusqu'au boutiste, comme vous l'avez souligné. Il sera le dernier, s'il le faut. Donc il est la voix du peuple, un peuple qui ne peut plus s'exprimer à cause de la censure. Un peuple qui peut-être ne sait pas s'exprimer. À la limite, c'est un peu ce que Victor Hugo veut dire. C'est-à-dire que le peuple est peut-être épaté des succès économiques de Napoléon III. Le peuple ne réfléchit plus et Victor Hugo est là pour le faire réfléchir grâce à l'écriture, par exemple, des Misérables, que vous avez souligné, ou grâce à ses poèmes. Donc il est là pour rappeler avec constance qu'il faut s'opposer à celui qui a pris le pouvoir par la force. Agnès Andras, dans votre livre, Victor Hugo, Le forçat des lettres, qui paraît dans la formidable collection La Bibliothèque des Illustres, aux éditions Perrin, vous rappelez que la publication de Napoléon le Petit en 1852 est un séisme. Qu'est-ce qui nourrit au fond la détestation que Victor Hugo voue à Napoléon III et qui se manifeste par la publication de nombreux pamphlets et de textes à charge pendant tout son exil ? Alors, il y a bien sûr cette opposition politique que vous rappeliez. Il veut se montrer le républicain pur et dur face à Napoléon III, mais je crois qu'il y a aussi une sorte de honte d'avoir soutenu à un moment donné Louis-Napoléon Bonaparte dans son ascension. Ça aussi, vous l'avez dit, à un moment donné, Victor Hugo est partisan de cette candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc je crois qu'il y a un petit peu de remords et il veut effacer ça en se montrant justement un farouche opposant. Mais justement, il l'avait soutenu, il se connaissait. Que sait-on des liens que les deux hommes entretenaient avant le coup d'État de 1851 ? Alors, ils se connaissent très bien. Alors, Victor Hugo a beaucoup aimé l'extinction du paupérisme en 1844. Il s'est dit, tiens, voilà, c'est un texte intéressant avec une visée socialiste. Donc, il était curieux de rencontrer l'auteur de ce texte. Ensuite, ils deviennent députés en même temps, en 1848. Donc, forcément, ils se fréquentent. Et là, il y a une sorte d'intérêt réciproque entre les deux hommes qui fait qu'ils vont régulièrement avoir des entretiens. Et ces entretiens vont durer alors que Louis-Napoléon Bonaparte est président de la République. Donc, il y a des entretiens secrets le soir à l'Élysée où Victor Hugo conseille Louis-Napoléon Bonaparte. Et à part le coup d'État, qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire que l'homme est le même,
Alors, certains pensent que peut-être Victor Hugo se sent floué. Il aurait aimé sans doute avoir un poste. Il briguait très certainement l'instruction publique, le ministère de l'instruction publique. Et ce poste a été donné à Fallou, comme vous l'avez dit tout à l'heure également. Et évidemment, ce n'est pas du tout l'orientation qu'il souhaite pour l'enseignement, puisqu'avec Fallou, ça va être l'enseignement catholique. Donc Victor Hugo est très déçu, je pense là aussi. Il y a une petite blessure d'orgueil de n'avoir pas été ce ministre de l'instruction publique qu'il aurait aimé être. Le 11 décembre 1851, 9 jours donc après le coup d'État, Victor Hugo prend le chemin de l'exil. Est-ce que c'est vraiment une obligation ou c'est un choix ? Je dirais les deux, tout simplement. Il choisit de partir en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va y être obligé. Mais là, il y a aussi une coquetterie, c'est-à-dire, je pars avant qu'on me dise de partir. Je pense que c'est très important pour lui. Il sait aussi qu'il y a une situation difficile pour lui. Il court un risque certain, qui serait d'être emprisonné. Il faut rappeler que ses 2 fils sont déjà en prison, suite à leurs articles dans les journaux. Donc, il n'a pas forcément envie de se retrouver en prison à son tour, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, il veut être certain, sûr et certain, d'être plus loin et de pouvoir réagir comme il le veut. Donc, c'est à la fois un choix et à la fois une obligation, puisque on l'a vu, et bien très vite, effectivement, les 60 députés qui ont osé s'opposer sont bannis. Mais qu'est-ce qu'il risquait réellement en restant dans le pays ? Il aurait été arrêté, mais c'était un mauvais coup pour l'empereur. C'est-à-dire, Victor Hugo en prison pouvait davantage nuire que on l'aurait laissé en liberté, à mon avis. Exactement, et il se murmure même qu'on aurait très volontiers laissé partir Victor Hugo afin d'éviter cette situation-là. Donc il se peut très bien qu'on ait su qu'il était déguisé en ouvrier, on l'a sans doute suivi et on l'a laissé sortir en fait. Oui. Après s'être installé à Bruxelles, Victor Hugo et sa famille se réfugient dans les îles anglo-normandes. C'est une façon de rester à proximité du pays, de comme Charles d'Orléans, de voir les côtes de France, parce que c'est vrai qu'on peut les apercevoir par jour de beau temps depuis Guernesey. Bien sûr, il y a une posture. On connaît les photographies de Victor Hugo sur son rocher des proscrits, regardant évidemment les côtes de la douce France. Donc oui, bien sûr, c'est être à proximité, mais il y a aussi un intérêt pour ces îles où on parle le vieux français. Victor Hugo n'est pas très doué pour l'anglais, il n'a jamais voulu apprendre l'anglais, donc pour lui c'est bien d'être sur une île où on parle français. Et puis il y a une tradition de refuge dans ces îles-là. Depuis Hauteville House, à Guernesey, l'opposition s'organise. Par quels moyens les textes de Victor Hugo, qui sont à charge donc contre l'empereur, circulent-ils en France, alors que la censure s'applique ? La censure s'applique à certains textes, pas tous. Pour les textes effectivement censurés, on va les transporter de toutes les manières possibles et imaginables. C'est très drôle. On va les cacher dans les bottes, on va les cacher dans le double fond des valises, on va les mettre en pièces pour en transporter un feuillet, une autre personne va transporter un second feuillet, etc. Puis après, les gens vont apprendre par cœur. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc on se récite du Hugo et on apprend par cœur Hugo et on le récite jusque dans les lycées, par exemple. Mais j'imagine que les Châtiments, les Misérables, tous ces textes paraissent en France sans aucun problème. Là, la censure ne s'exerce pas pendant que Victor Hugo est en exil. La censure s'exerce sur les châtiments, c'est-à-dire que le texte est caviardé, donc on n'a pas tout le texte, évidemment. Sur les Misérables, non, quoi qu'on en ait discuté, on laisse faire. Et alors, de toute façon, Napoléon III a un petit souci, c'est que l'impératrice Eugénie adore les écrits de Victor Hugo. Donc, ça pose un problème, même familial. Agnès Andrette, parlons de la vie à Hauteville House, le principal lieu d'exil de Victor Hugo. Il s'y adonne à l'écriture, notamment depuis le Lookout, cette pièce depuis laquelle il peut contempler la mer, je l'ai raconté. Mais quelles sont ses autres activités ? Il a toujours été un homme actif, il était écrivain, académicien, homme politique, dessinateur, décorateur. Enfin, il a tout fait dans sa vie. Cette hyperactivité ne se dément pas sur les îles anglo-normandes. Il est toujours hyperactif. Il se promène beaucoup, il marche énormément, il fait du cheval, il nage tous les jours, jusqu'à ce que les médecins lui interdisent parce que ça devient un petit peu dangereux pour lui. Et puis, évidemment, il compose, comme vous le disiez, il s'occupe de 1001 choses, il donne des goûters pour les enfants pauvres, par exemple. C'est une de ses activités avec sa femme. Et puis, ils vont s'adonner à toutes les activités de loisirs contemporaines. Donc, ils vont faire du jardinage. Ils vont faire des séances de spiritisme et ils vont s'initier à la photographie de manière absolument éblouissante et décapante. Oui. Mais c'est vrai que le spiritisme, c'est
C'est un peu la zone d'ombre chez Victor Hugo. Ah, c'est la zone qui me trouble le plus, moi, franchement. Oui, Mais comment un on a... homme si sensé a pu faire tourner les tables? Exactement. Alors, comment un homme si sensé a-t-il pu faire tourner les tables? Parce que Léopoldine, à un moment donné, la fille qu'il a perdue, lui aurait parlé par l'intermédiaire du fameux Guéridon, et à ce moment-là, il serait intéressé aux tables. Et puis, il y a toutes sortes d'autres illustres dans ce Guéridon. Il y a Shakespeare, par exemple, qui vient lui parler, et il y a des voix qui lui disent qu'il doit continuer son œuvre, et il a besoin peut-être aussi d'être stimulé. En exil avec lui, il y a son épouse Adèle, leurs enfants, mais également Juliette Drouet, sa maîtresse. Quelle relation cette dernière entretient-elle avec la famille de Victor Hugo? Parce qu'elle n'est jamais très loin, en fait, Juliette Drouet. Elle est toujours là. Elle voit passer Adèle avec Hugo, et puis elle lui dit je trouve qu'elle est mieux habillée que moi. J'aimerais bien que tu me donnes un peu plus d'argent pour être habillée aussi élégamment qu'Adèle. Alors, elle est quand même très prudente. Elle est en retrait. Elle ne veut pas briser ce couple officiel. Elle le sait. D'ailleurs, elle ne demandera jamais, après la mort d'Adèle, à se marier avec Victor Hugo. Elle respecte énormément Adèle. Et Adèle, de toute façon, ne veut pas la voir pendant longtemps. Adèle juge que c'est une petite courtisane, une petite actrice. Elle ne veut pas la voir. Puis les choses vont changer. Parce que Adèle part longtemps en France, elle part à Bruxelles, donc de longs séjours. Et pendant ce temps, c'est Juliette qui s'occupe de Victor. Et finalement, Adèle va trouver que cette situation est plutôt confortable, plutôt rassurante. Et surtout, Adèle, à partir des années 65-66, sait qu'elle est gravement malade. Et elle va léguer, en quelque sorte, Victor Hugo à Juliette. Elle meurt en 1868. L'épouse Victor Hugo meurt en exil, enterrée en Normandie. Vous racontez dans votre livre qu'elle n'assiste pas aux obsèques. Oui, alors Victor Hugo ne peut pas assister aux obsèques, c'est toujours ce fameux parti pris. Il s'arrête effectivement aux limites, et il la raccompagne en train, il raccompagne le cercueil jusqu'à la frontière de la Belgique et de la France, parce que là aussi, il court peut-être le risque de se faire arrêter. Je pense que c'est encore une coquetterie. Je ne pense pas qu'on aurait osé faire ce scandale-là, mais en tout cas, symboliquement, il la raccompagne jusqu'à la frontière belge. Mais il a vécu les derniers moments d'Adèle, il était là en Belgique, et il l'a vraiment accompagné. Il l'accompagne par la pensée, évidemment, jusqu'à Villequier, où il dit aux gens qui vont rapporter le cercueil à Villequier, surtout, dites-lui bonjour de ma part à Léopoldine. Cette période de l'exil a duré 19 ans. C'est incroyablement long. Qu'est-ce qu'on sait des pensées de Victor Hugo? Est-ce qu'il en a souffert, ou est-ce qu'il s'était accommodé au fil du temps à cet exil? C'est très mêlé chez lui. Alors, il y a effectivement un sentiment par moments qui pointe de détresse devant la longueur de cet exil. Mais en même temps, il y a cette foi qui le porte à dire je serai effectivement le dernier, s'il le faut. Donc, c'est très mêlé. Ce qui devient difficile pour lui, c'est que son entourage ne veut plus de cet exil. Donc, ses enfants partent. Ses 2 fils vont partir en Belgique. Sa femme part régulièrement en France. Ses disciples, comme Vacry, partent également. Donc, il se retrouve seul. Et il note d'ailleurs dans ses carnets cette phrase-là, « Tu vas rester seul ». Mais est-ce qu'au fond, c'était pas mieux pour lui d'être en exil que d'être à Paris, parce qu'il avait conscience qu'il aurait pu moins écrire à Paris. Il avait tellement d'activités, sa vie politique, ses rencontres, ses amis, était assez mondain, Victor Hugo. Oui, je pense que ces mondanités lui ont manqué, puisque dès qu'il revient, il recommence. Oui. Il recommence à beaucoup accueillir, aidé cette fois-ci par Juliette, et il recommence à voir énormément de gens, et à avoir une vie politique intense. Donc ça lui a certainement manqué, mais il en a profité pour écrire, c'est vrai, et il le reconnaît, écrire des textes qu'il n'aurait peut-être pas écrits s'il était resté à Paris. Une chose m'a toujours étonné, parce que j'ai eu la chance de vivre dans une maison de Victor Hugo, c'est que en face, il avait installé Juliette Drouet. Quand il revient en 1871 à Paris, qu'il s'installe donc dans la maison que lui a trouvée Cavaillé-Coll, le facteur d'or, il installe Juliette Drouet en face. Pourquoi ils ne se sont pas installés ensemble? C'est des questions de convenance à l'époque. Ah oui, ça ne se faisait pas. Oui, ça ne se faisait pas. Il était veuf, il aurait pu l'épouser. Il était veuf, mais il est très respectueux des convenances, du souvenir de sa femme. Ceci dit, à la fin de leur vie, ils vivent dans la même maison, à des étages séparés, mais ils vivent dans la même maison. Comment se passe son retour d'exil? Est-ce qu'il est attendu, espéré? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent l'accueillir à la descente du train de la gare du Nord? Est-ce qu'il est comme ça escorté jusqu'à sa maison?
Tout à fait. Alors, il est attendu à la gare du Nord. Il y a une vraie manifestation à sa descente du train. On va jusqu'au café voisin de la gare du Nord. Il fait un premier discours, mais d'emblée, il sent que les choses dérapent et qu'elles ne partent pas comme il l'aurait souhaité. Oui. Voilà. Donc, il est très prudent. Il rappelle que c'est très important l'amitié entre la France et l'Allemagne. C'est un peu tard pour le rappeler, malheureusement. Donc, il rappelle ça et puis il prend la température et il évite de s'engager dans des combats qui lui paraissent risqués. Mais qu'est-ce qu'il incarne de son retour en 1871 jusqu'à 1885, année de sa mort? Qu'est-ce qu'il incarne aux yeux des Français? Une sorte de figure tutélaire, respectée unanimement? Tout à fait. Alors, il va falloir attendre la fin de la Commune, 1872, où là, il a un échec aux élections. Donc, il y a une première période qui est compliquée pour lui, mais après, il va incarner en effet le vrai patriarche. Alors ça, c'est une image qu'il a construite aussi, en se faisant pousser la barbe, en soignant sa chevelure, qui est désormais courte. Donc, il a cette vraie image de patriarche qu'on voit sur les portraits photographiques et sur les peintures. Donc, il devient le grand-père de la France et c'est redoublé, en effet, par l'art d'être grand-père, où il montre aux gens qu'on peut être un grand-père affectueux, un grand-père qui joue, et il va devenir le grand-père des Français. Agnès Sandra, cette émission touche bientôt à sa fin. Il y était question de l'exil de Victor Hugo. Je vous propose de conclure par ces mots à lui. Quels sont les vers les plus forts qu'il a consacrés à l'exil? Alors pour moi, les vers les plus forts ne sont pas les anathèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, qui sont effectivement un peu grandiloquents. Moi, ce que je préfère, c'est la poésie où il raconte ses adieux à un autre monstre sacré de la littérature, qui est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est venu l'accompagner. Donc Alexandre Dumas est là, dans ce port belge, à regarder Victor Hugo s'éloigner. Et voilà ce que ça donne, je vous le lis. Puis, dans les vents, dans les flots, dans les lames, toi debout sur le quai, moi debout sur le pont, vibrant comme deux luttes dont la voix se répond, aussi longtemps qu'on put se voir, nous regardâmes l'un vers l'autre, faisant comme un échange d'âmes. Et le vaisseau fuyait, et la terre décrut. L'horizon entre nous monta, tout disparut, une brume couvrit l'onde incommensurable. Tu rentras dans ton œuvre éclatante, innombrable, multiple, éblouissante, heureuse, où le jour, lui, et moi, dans l'unité sinistre de la nuit. Wow. Merci beaucoup Agnès Sandra de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de l'exil de Victor Hugo. Je rappelle que votre livre Victor Hugo, le forçat des lettres est paru dans la collection La Bibliothèque des Illustres, une coédition Perrin et BNF. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.